Je te laisse la parole. Merci beaucoup Joris. Hop là, je lance le timer. Donc merci déjà d'être tous venus pour la Polycloud, c'est super de vous voir, merci beaucoup. Aujourd'hui donc je vais vous présenter différents algorithmes cryptographiques qui vont permettre de sécuriser vos mots de passe dans des applications. Pour commencer, est-ce que vous connaissez cette personne? À main levée? Ok, ça m'étonne, ok. Donc cette personne avec un style un peu original est en réalité l'ex-PDG de Twitter. Il s'appelle Jack Dorsey et en 2016 il a fait ce tweet. Donc c'est écrit un peu en petit mais je vais vous le traduire. Donc il dit bonjour, ceci est Armine, on est en train de tester votre sécurité, visitez armine.org. Armine, c'est évidemment pas une entreprise que Jack Dorsey possède. En réalité, c'est un groupe de hackers d'Arabie Saoudite qui, en 2016, se sont spécialisés dans le vol de comptes de personnalités connues de la tech. Par exemple, dans leur cible, il y a eu Sundar Pichai, donc le PDG de Google. Il y a eu Notch, le créateur de Minecraft, etc., etc. Et en fait, ce qui caractérise Armine, c'est qu'ils sont pas extrêmement forts techniquement. Ils sont quand même plutôt bons, mais c'est pas une dinguerie. Et en fait, ils ont utilisé un leak de base de données, notamment celui-là, donc le leak de base de données en 2012, qui contenait des centaines de millions de mots de passe hachés, qui utilisaient qui utilisaient SHA-1 et non salés par contre. Ça c'est très important de le noter. Et c'est pas les seuls à avoir des bases de données qui ont leaké. On peut par exemple noter Yahoo, qui avait pareil des centaines de millions de mots de passe qui ont fuité. Et aussi ce site qui s'appelle Adult Friend Finder. Et je pense que si votre mot de passe sort de là, c'est pas bon signe pour vous. Donc là, je viens de dire beaucoup de gros mots. Je viens de dire SHA-1, haché, non salé. On dirait plutôt la cuisson d'un steak si on se trompe pas. Mais aujourd'hui, on va pas parler de steak, on va vraiment parler de cryptographie. Donc pour me présenter, je m'appelle Tristan Meyer-Radulescu, donc je suis apprenti donc à Polytech Montpellier et je fais aussi de la sécurité donc à Swift qui est une start-up à Montpellier. J'ai un site internet aussi, j'écris des articles de blog, il n'y a pas de S à court-circuit, je me suis trompé. Et par contre sur mon GitHub il y a un S, attention. Ok, donc aujourd'hui ma présentation elle va se faire sous forme d'un iceberg. On va commencer avec un peu les stratégies on va dire naïves et ensuite on va aller plus profondément dans l'iceberg de la cryptographie. Je vais vous parler des algorithmes de base, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'implémentation. Le but ça va être vraiment de voir en quoi ils sont faillibles et comment les attaquants font pour récupérer des mots de passe à partir de ces hashes. Ensuite, on va voir quelque chose qui s'appelle la Password Hashing Competition et on va vraiment se focus sur un algorithme qui s'appelle Argon 2 qui est aujourd'hui un peu le standard en termes de hachage de mots de passe. Et ensuite, on va sortir de tout ce qui est hachage de mots de passe et je vais vous introduire un protocole j'adore, qui s'appelle le OPAC Protocol et qui permet de sécuriser ces mots de passe de bout en bout. Je vais un peu moins bouger. Ok, donc on va partir avec la base, on va voir une application qui utilise un mot de passe en plain text, c'est-à-dire directement en clair, et on va voir les algorithmes de SHA-1 et MD5. C'est parti. Bon, c'est un peu un affront de vous faire ces diagrammes de séquence, mais on va quand même le faire pour remettre les bases. Et vous avez une application, comme dans toutes les présentations de crypto, on va retrouver Alice. Alice, elle s'inscrit sur l'application, elle va donner son nom d'utilisateur et son mot de passe en clair au serveur. Le serveur va l'enregistrer dans sa base de données, va lui dire ok c'est bien t'es inscrit, nickel. Et quand Alice va vouloir de nouveau se réauthentifier parce que sa session aura expiré, et de nouveau elle va redonner ce couple nom d'utilisateur et mot de passe en clair au serveur et le serveur va lui dire ok c'est authentifié. Et dans une implémentation naïve, donc là je vous ai mis du Rust, désolé mais j'adore ce langage donc bon. On a en bas la fonction authenticate où juste on va récupérer donc l'argument user qui est qui est l'utilisateur en base de données et on va faire une comparaison avec la requête qui est passée que j'ai appelée credentials et toujours en clair, c'est très important de le noter. On va pouvoir faire cette comparaison et donc on va pouvoir authentifier Alice. Ok, donc petit exemple, voilà juste pour vous introduire. Hop. Et c'est là on m'avait prévenu que c'était relou le mode dupliqué. Hop là. Ok, petit exemple. Donc là j'ai une petite application que j'ai codée pour l'occasion. On va faire un sign up, donc on va s'inscrire. On va mettre l'utilisateur Polycloud. On va mettre pas ce mot de passe qui est trop bien malheureusement, mais
on va mettre juste test en mot de passe. Et donc là, j'ai plein d'algorithmes d'authentification. Là, pour l'instant, on va juste mettre le plain qui correspond à plain text. Hop, je me sign up. Et en fait, dans mon application, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une page qui s'appelle leaks, qui correspondrait à, imaginons que je me fasse voler ma base de données. Si un hacker a la base de données, bah, là, il voit directement que le mot de passe est en clair. Donc là, ok, on est foutu. Surtout, ne mettez jamais vos mots de passe en clair en base de données parce que c'est ce qui pourrait vous arriver et on veut éviter ça. Ok. Donc, revenons à la présentation. Donc comment on pourrait faire pour éviter ça? Eh ben, les cryptographes ont introduit ce qu'on appelle des fonctions de hachage. L'idée d'une fonction de hachage, c'est une fonction qui va prendre en argument un mot, qui va retourner un mot binaire d'une longueur constante. Donc là, en l'occurrence, si vous avez un peu l'œil, vous voyez que l'output c'est du base64. C'est juste parce que c'est pour sérialiser la sortie, mais bref, c'est un peu un détail. Ce qui est important sur ces fonctions, c'est qu'elles sont irréversibles. C'est-à-dire qu'à partir de la sortie de la fonction, théoriquement, il ne doit y avoir aucun moyen de retrouver l'entrée, sauf par une attaque par brute force. C'est-à-dire qu'on va essayer toutes les combinaisons possibles des mots de passe en entrée pour retrouver la sortie. Ce qui, théoriquement, prend beaucoup de temps. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la résistance à la préimage. Donc c'est une propriété qui est essentielle aux fonctions de hachage. L'idée, c'est que, comme je l'ai dit, l'espace de sortie d'une fonction de hachage est d'une taille constante. Donc par exemple, si on prend l'exemple de MD5, qui est un algorithme de hachage, les hashes générés par MD5, donc la sortie de MD5, fait une taille de 128 bits. Donc si on fait un peu de dénombrement, si on a des mots binaires de 128 bits, ça fait qu'on a un nombre de hash possible qui est de 2 puissance 128, ce qui est énorme théoriquement, et c'est ce qu'on appelle la résistance à la préimage. Bon, ça c'est un petit peu un détail pour que vous puissiez vous la péter en soirée. Mais ce qui est important de noter, c'est que du coup la probabilité de trouver un hash en faisant une attaque par brute force est de 1 sur 2 puissance n. Donc n étant la taille de la sortie de la fonction de hachage. Il y a une deuxième propriété que doivent avoir les fonctions de hachage, mais qui est un peu paradoxale, c'est ce qu'on appelle le pigeonhole principle. Donc, comme je vous l'ai dit, une fonction de hachage a une sortie de taille constante. Sauf que l'entrée de la fonction de hachage, par contre, a une taille qui est théoriquement infinie. Imaginez que vous ayez un perchoir à pigeons. Bah là, en l'occurrence, on a 9 cases pour ce perchoir à pigeons, mais imaginons qu'il y ait 10 pigeons qui veuillent rentrer, on va voir ce qu'on appelle une collision. C'est pareil pour les fonctions de hachage. Théoriquement, on va avoir des collisions sur les fonctions de hachage, mais si elle est bien conçue, on veut réduire le plus possible ce nombre de collisions pour que la probabilité de retrouver un hash ne soit pas plus haute que 1 sur 2n, 2 puissance n. Mais ça, c'est théorique du coup. En pratique, ça ressemble à ça. Donc ce que va faire l'application, c'est que quand l'utilisateur va s'enregistrer, elle va calculer le hash du mot de passe qui est envoyé dans la requête. Elle va stocker ce hash, et là on n'a plus le mot de passe en clair, donc on est content. Et ensuite, quand l'utilisateur va vouloir s'authentifier, là, l'utilisateur va renvoyer son mot de passe en clair et à notre back-end. Le back-end va hasher le mot de passe proposé pour l'authentification, va comparer le hash qui se trouve en base de données et le hash dans la requête. Et si c'est bon, vous êtes authentifié, sinon c'est mauvais. Ok, donc on est reparti sur notre démo. Tac, hop. Donc là, je me log out, je sign up, on va remettre PolyCloud, on va remettre un mot de passe pas sécurisé, c'est-à-dire test. Et là, cette fois, on va utiliser MD5. Spoiler, n'utilisez pas MD5. Et on va retourner dans l'X. Et c'est un peu compliqué, je vais y arriver. Ok, on a le hash. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment on va réussir à craquer ce hash. Comment un attaquant comme Our-Mine est capable de retrouver la valeur du hash. Et ben, en fait, c'est un peu trop simple. Ils vont aller sur des sites comme CrackStation, qui sont des sites qui font un peu peur. J'avais pas pensé, il faut résoudre un captcha, ça c'est un peu chiant aussi. Alors. Ok. Là, c'est le moment où il faut attendre. Ah non, il y en a une. Merci, pas besoin d'applaudir, merci beaucoup. Ok, merci.
Donc là c'est cool, on a trouvé un match, on a trouvé donc sur CrackStation la valeur de référence test. Ok, pas cool, mais bon, ça arrive, hein. Mais on va voir comment on peut faire pour que ça n'arrive pas. Ok, je vais vous expliquer comment fonctionne CrackStation. Donc, ok, vous connaissez cette interface. Et cette interface qu'elle fait, c'est ce qu'on appelle des pre-computation attacks. L'idée, c'est que attendez, tac. Voilà, parfait. L'idée, c'est que OurMine, c'est une base de données qui contient 2 colonnes en gros. L'idée, c'est qu'on va avoir une colonne qui s'appelle password, qui contient tous les mots de passe en clair possibles et imaginables. Et à côté, ils auront pré-calculé tous les hashes de ces mots de passe qui existent dans cette base de données. Donc, en gros, bon là c'est un peu pour faire du bluff, mais faire la recherche d'un mot de passe, craquer un mot de passe pour CrackStation, s'ils utilisent un algorithme comme MD5 ou SHA-256 ou autre, ça va leur coûter log2d. En gros, c'est le coût de la recherche dans la base de données. Et du coup, les chercheurs en cryptographie se sont dit c'est vraiment pas cool que des gens puissent précalculer comme ça des hashes pour les retrouver directement dans une base de données. Et ils ont introduit différentes techniques qu'on va voir maintenant. Donc, notamment, on va se concentrer sur SHA-2 et le sel, et ensuite on va voir la PHC. Si on revient sur CrackStation, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'au-dessus de l'input, ils ont écrit entrer jusqu'à 20 hash du coup non salés. Bizarre. Parce que moi je connais le sel, mais bon, on va pas parler de ce genre de sel. Elle était un peu facile celle-là, désolé. Un sel en cryptographie, c'est juste une valeur aléatoire que l'on va ajouter au mot de passe au moment de le hasher. Et en gros, l'idée c'est qu'en base de données, on va stocker ce sel à côté du hash, alors que le sel est directement contenu dans le hash. Mais pourquoi ? Parce que du coup, quand on va faire la stratégie d'authentification, ça va permettre que lorsqu'on retrouve le sel en base de données, on va pouvoir recalculer le hash de nouveau. Et ça, théoriquement, ça nous permet d'avoir des des attaques qui maintenant se font en O2D. Pourquoi ? Parce que en gros, maintenant, si un attaquant doit hacker le hash, le mot de passe directement en clair ne se retrouve plus dans la base de données. Là, mon mot de passe était test. En réalité, pour le système, mon mot de passe, ça va être test et la concaténation du hash. Du coup, comme le hash change pour toutes les valeurs, tous les mots de passe de la base de données, il est aléatoire pour tous les mots de passe. L'attaquant va être obligé de recalculer sa table de ce qu'on appelle une rainbow table, donc sa table de correspondance de hash pour toutes les valeurs. Et ça, en gros, c'est un peu équivalent à une attaque par brute force. On prie pour que le mot de passe soit dans la base de données de l'attaquant. Et en gros, c'est du O2D. Et ça, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux, entre guillemets, en termes de complexité, quand il s'agit de craquer des hashes. Enfin, pour les défenseurs. Sauf que... on va voir si on peut craquer ça. Ok. S'il te plaît. Oh, c'est un peu petit. Hop, cool. Ok. Donc je me réinscris sur mon application Polypass. Hop, je me log out. Sign up. Donc on va remettre Polycloud. On va remettre le mot de passe test. Et on va mettre cette fois par exemple SHA-256. Bon, en vrai, dans le backend, c'est SHA-256 plus un sel. Hop, je suis sign up, très cool. On retourne dans les leaks. Et du coup, là, on voit que dans ma base de données, j'ai bien le mot de passe haché avec le sel. Donc, voilà, ça va être relou, mais bon, on va aller direct ici. Ok, donc ça, c'est un serveur qui contient une carte graphique. N'ayez pas peur, tout va bien. Je vais aller... Et bon, je l'ai un peu volé à Polytech ce serveur, mais il faut pas le dire. Et du coup, j'ai un script là qui s'appelle SHA-256.sh qui contient une commande qui s'appelle h4, on va voir ce qu'elle fait. Mais surtout, elle va prendre mon argument, un fichier qui s'appelle h.txt, c'est peut-être un peu petit. Et en gros, h.txt, c'est donc notre hash et sa concaténation avec après le sel. Et si on exécute la commande, là c'est... Hop. Donc là, il va faire des trucs. Ok, ça c'est parce que j'ai pas mis notre ami à tous. Sudo.
Alors pourquoi? Bon, c'est un peu l'effet des mots là. Tac. Peut-être que ça va mieux fonctionner sans script. Ça c'est relou ça. Parce que quand j'avais essayé chez moi, ça avait bien fonctionné. Il y a peut-être un petit problème. Bon, on va voir. Mais du coup, dans mes slides, ça fonctionne, vous inquiétez pas. Désolé pour ça. En gros, quand on fait cette commande, normalement, on est censé trouver le mot de passe en 1 seconde, voire moins. En gros, ce que fait H4, c'est qu'il va faire ce que j'ai décrit auparavant. Il va recalculer pour tous les H, du coup, tout ce qui est la table de correspondance, mais il va calculer les cell au passage. Il va juste, en fait, calculer la fonction H de password avec le cell concaténé. Et sauf que, comme on est sur un GPU, bah, ça va aller vraiment vite. Par exemple, sur une RTX 4090, on peut calculer à peu près du coup 22 milliards de hash par seconde, ce qui est énorme et ce qui est amplement suffisant quand on veut craquer des mots de passe. C'est chiant parce que souvent on considère que SHA-256 avec du cell c'est vraiment une bonne mesure de sécurité, mais c'est pas forcément suffisant. Du coup, il y a l'IETF qui s'est retrouvé et qui s'est dit, et le NIST, ils se sont dit, ça serait cool quand même de trouver une meilleure solution pour sécuriser nos mots de passe. Et donc, ils ont mis en place une compétition pour les cryptographes, qu'ils ont appelée la Password Hashing Competition, donc, qui sont tenues de 2012 à 2016, et qui consistait à créer la fonction de hachage parfaite, qui soit beaucoup plus résistante pour les mots de passe. Et donc parmi les critères pour designer cette fonction de hachage, il y avait les critères suivants. Dans un premier temps, il faut que by design la fonction prenne en compte un cell pour éviter ce qu'on a les pre-computation attacks. Ce cell, il a été défini à 16 octets. Ensuite, il faut que la fonction soit dure à craquer, en tout cas aussi dure à craquer que validée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, l'idée c'est que, comme on l'a fait avec la commande H4 tout à l'heure, il faut qu'en gros, pour chaque H, H4 prenne autant de temps que prend notre back-end pour valider le mot de passe. Et on va voir comment ils font ça. Et aussi, dernier truc, c'est très important en cryptographie de designer des fonctions qui sont faciles d'utilisation. Donc par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé GPG auparavant ou des librairies similaires, mais un des arguments décriés contre GPG, c'est sa facilité d'utilisation. En cryptographie, on a un peu marre de ça et ils se sont dit on veut la fonction la plus simple possible. Aussi, j'ai trouvé ça un peu cool. Pour s'inscrire à la compétition, ils ont proposé donc cette signature de fonction. En gros, c'est une fonction en C, enfin c'est une signature en C qui dit prenez un mot de passe, un cell et le coût de la fonction. On va voir ce que c'est le coût du coup. Et donc je vais vous spoiler directement. Le gagnant de cette compétition s'appelle Argon 2. Argon 2, il a 3 modes. Il a un premier mode qui s'appelle Argon 2D, donc qui est résistant contre les attaques par GPU, comme dans l'exemple d'H4. Par contre, il y a un trade-off à ça, c'est qu'il va être plus vulnérable à ce qu'on appelle des side channel attacks. Donc les side channel attacks, c'est des attaques cryptographiques qui consistent à écouter d'autres paramètres que le résultat de la fonction lui-même. Par exemple, il y a des hackers qui sont capables de craquer des mots de passe en écoutant, en observant seulement le cache de votre CPU. Aussi, comme autre paramètre qu'on peut exploiter, ça va être le temps d'exécution d'une fonction, etc. Donc avec Argon 2D, on est plus sensible à ce genre d'attaque. Avec Argon 2i, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on va être résistant aux side channel attack, mais moins résistant aux attaques par GPU. Et enfin, on a un mode un peu hybride qui s'appelle Argon 2id, qui en gros permet le meilleur des deux mondes. Et enfin, pourquoi Argon 2 est meilleur que SHA-256 ? Tout simplement parce que parmi les paramètres de Argon 2, on a le temps d'exécution. Le problème avec SHA-256, c'est que c'est une fonction qui est très rapide, qui est très simple et très rapide. Et donc l'idée, c'est que Argon 2 va artificiellement rajouter de la durée à son temps d'exécution pour éviter que du coup des hackers puissent exécuter à la chaîne un nombre indécent de fonctions de hachage. Aussi, on peut contrôler la mémoire dont a besoin Argon 2 pour hacher des mots de passe.
Là, c'est un peu la même idée, c'est que SHA-256 est très peu coûteux en termes de mémoire consommée. Là, contrairement aux bonnes pratiques classiques, on veut que ça prenne plus de mémoire. Comme ça, les cœurs du GPU sont plus vite saturés et ça permet d'éviter qu'il y ait beaucoup de fonctions de hachage qui sont exécutées cette fois en parallèle. Et pareil, degré de parallélisme, on peut contrôler le nombre d'exécutions d'Argon 2 en parallèle. Et donc ça, comme on peut exécuter, les fonctions prennent plus de temps et on peut en exécuter moins en parallèle, ça permet de mitiger les attaques par brute force. Ok. Maintenant, on va rentrer dans la partie plus compliquée de ce talk, qui va parler du coup du protocole opaque. Donc, on a parlé de sécurité at rest, c'est-à-dire c'est le fait que votre mot de passe soit maintenant, entre guillemets, enfin il est haché en base de données, il est plus en clair. Mais on n'a pas parlé de la sécurité en transit, c'est-à-dire qu'on a toujours ce problème où Alice, quand elle va s'authentifier auprès du back-end, elle va envoyer son mot de passe directement en clair. Et ça, c'est un gros problème. Bon, après, on peut se dire, ok, mon mot de passe, mon site, il est en HTTPS, tout va bien. J'ai vu une vidéo sur Internet qui me disait que si j'utilisais HTTPS pour me connecter à mon site préféré, ça va. Théoriquement, c'est assez vrai. Ce qui se passe classiquement, c'est que du coup Alice va chiffrer ses communications en utilisant le protocole TLS à chaque fois qu'elle va envoyer une requête au back-end. Le back-end de son côté, il va avoir la clé de déchiffrement de cette RAM et va être capable d'exécuter les opérations qu'on a vues plus tôt dans le talk. Sauf qu'en réalité, du coup, quand on fait une infrastructure, ça ressemble plutôt à ça. Donc souvent, on a un reverse proxy qui est devant notre site, qui, parce qu'on des fois on est un peu flemmard, va s'occuper de déchiffrer notre trafic. Et certaines fois, je l'ai vu très rarement du TLS entre le reverse proxy et l'application, mais la plupart du temps, les requêtes entre le reverse proxy et l'application sont directement en clair. Ça, c'est un exemple un peu trivial de quand en TLS ça peut mal se passer, parce que si on a quelqu'un qui est capable d'intercepter les requêtes ici, il va avoir tout le trafic et récupérer tous les mots de passe en clair. Mais il y a d'autres cas où TLS ça peut mal fonctionner. Si vous configurez mal votre serveur, votre implémentation de TLS, qu'elle utilise des primitives cryptographiques qui sont dépréciées, ça peut mal se passer, etc., etc. Et aussi, quand vous faites du TLS, faites-en s'il vous plaît. Mais quand vous faites du TLS, vous faites confiance à des entreprises comme Let's Encrypt, Google ou DigiCert, qui sont des autorités de certification qui vont s'occuper de donner de la confiance à votre infrastructure. Mais vous avez quand même besoin d'eux pour avoir des certificats dignes de confiance. Du coup, notre protocole de rêve, ça serait le suivant. Il faudrait que le mot de passe il soit vraiment chiffré de bout en bout. L'idée, c'est que le serveur, à aucun moment, il ait besoin de voir le mot de passe en clair pour quand même vous authentifier. Il faudrait que du coup, le chiffré de ce mot de passe, ou en tout cas ou sa version hachée, on va voir lequel des deux, et ça soit résistant aux offline dictionary attaques. Résistant aux pre-computation attaques, et que les seules attaques qu'on puisse faire, c'est les attaques par brute force ou les offline dictionary attaques. Et ensuite, ça serait cool qu'on ait juste besoin du mot de passe et qu'on puisse un peu se débarrasser des PKI comme seule couche de sécurité pour nos mots de passe. Et du coup, c'est ce qu'ont fait les chercheurs suivants de l'Université de Californie. Ils ont mis en place, ils ont créé un protocole en 2018, donc c'est assez récent, qui s'appelle le OPAC Protocol, et qui a toutes ses propriétés, mais en plus, ils sont prouvés mathématiquement, ils ont fait plusieurs preuves de sécurité, et c'est devenu un peu ce qui est recommandé par les autorités pour faire de la gestion de mots de passe. Alors par contre, je vous ai dit que c'était recommandé, mais c'est pas encore énormément utilisé, à part par les entreprises suivantes. Donc on a WhatsApp et Messenger qui sont deux entreprises de Meta qui l'utilisent en production, et on a Cloudflare qui, à ma connaissance, ne l'utilise pas en production, mais en revanche, ils ont fait pas mal de papiers de recherche sur comment utiliser OPAC avec du TLS, etc. Donc le protocole vit bien. Ok, on va voir ce que c'est du coup OPAC. Donc OPAC, c'est un protocole qui propose deux constructions. Il faut le voir un peu comme un framework. L'idée, c'est qu'on va en fait regrouper des plus petits protocoles pour en faire un plus gros avec des plus grandes propriétés. Donc on en a un qui s'appelle OPRF avec AKE et OPRF avec APAC. Alors,
Ça, ça fait quand même un peu des gros mots. On va commencer par OPRF. OPRF, c'est un acronyme qui veut dire Oblivious Pseudo Random Function. C'est pas forcément clair. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, une pseudo-random function, on va commencer par du coup pseudo-random function. Une pseudo-random function, en fait, c'est une fonction qui va prendre en entrée du coup un argument, enfin un mot, et va renvoyer une chaîne de caractères aléatoire. En tout cas, qui semble aléatoire. En fait, l'idée, c'est qu'un attaquant ne soit pas capable de distinguer la sortie d'une pseudo-random function avec celle de ce qu'on appelle un random oracle, ou on peut dire un fou du bus, quelqu'un qui dit des choses au hasard. Et ça, c'est très important. Et en fait, on en a déjà vu des pseudo-random functions dans ce talk. On a vu par exemple du coup SHA-2, les fonctions de hachage sont des pseudo-random functions parce que un peu par propriété, les fonctions de hachage ont besoin d'avoir une sortie qui semble aléatoire pour pas pouvoir deviner son image. Son antécédent, pardon. Mais on a aussi des fonctions de cryptographie et de chiffrement un peu plus classiques comme AES qui est aussi considéré comme une pseudo-random function. Du coup, maintenant, on va voir ce que c'est une oblivious pseudo-random function. Alors, c'est la partie du talk un peu plus compliquée, donc n'hésitez pas à poser des questions après si tout n'est pas clair. Mais l'idée, c'est un OPRF, c'est un protocole qui se fait avec deux acteurs. Chacun des acteurs a une information qui est secrète de l'un à l'autre, c'est pour ça qu'on dit oblivious. Et donc, considérons Alice, qui est la seule à connaître une entrée, donc ça va être son mot de passe concrètement. Et on a Bob qui va être en réalité notre serveur et qui lui va connaître une clé secrète. Et donc l'idée d'un OPRF, c'est qu'à partir de ces deux acteurs, ils vont pouvoir collaborer pour calculer une sortie qui doit sembler aléatoire. Mais en revanche, cette sortie doit dépendre des deux paramètres, donc de l'entrée et du secret. Là, on va rentrer vraiment dans les détails mathématiques, mais si jamais c'est pas forcément clair, je vous enjoins à voir mon talk précédent où j'ai parlé de Diffie-Hellman, qui est un protocole d'échange de clés. Et on va parler de Diffie-Hellman OPRF, qui est une variante de Diffie-Hellman, mais qui permet de calculer des OPRF. Ok. Donc, spoiler, la sortie de Diffie-Hellman OPRF, ça va être égal à h de x puissance k. Alors, h de x, ici, c'est une fonction de hachage. Donc, ça pourrait être SHA-256, ça pourrait être Argon 2. Et puissance k, du coup, ça va être le secret de Bob. Et on va voir comment ils peuvent arriver à cette sortie sans que l'un ou l'autre connaisse le secret de l'autre. Ok. Donc, dans un premier temps, Alice va tirer un nombre entier R aléatoire. Et en gros, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va directement calculer un entier A qui s'appelle h de x puissance r, qui correspond à h de x puissance r. Là, ce qui se passe pour Alice, ce qu'elle veut faire, c'est cacher la valeur de x, donc à l'aide de la fonction de hachage. Mais en plus de ça, par mesure de précaution au-dessus, elle va utiliser donc ce facteur r pour cacher la valeur de h de x. Ensuite, Bob, de son côté, va recevoir A, qui va du coup, ce qu'on appelle être blindé, aveuglé. Et lui, il va faire du coup A puissance K. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je l'ai un peu caché, mais derrière, il y a des modulos. Et retrouver simplement à partir de la valeur A, la valeur la valeur de x ou h de x ou même r, c'est extrêmement difficile. C'est ce qu'on appelle le problème du logarithme discret. C'est une des bases en cryptographie qui permet de cacher de l'information. Donc là, dans ce talk, il faut juste assumer que si un attaquant connaît B, il ne peut pas connaître A puissance K. Je vous demande juste d'imaginer ça. Et derrière, on va faire des petites équations qui vont nous permettre, Alice de son côté va calculer B puissance 1 sur R, parce qu'elle connaît R, donc elle est capable de connaître ça. Et en gros, si on supprime des éléments de l'équation, on arrive à H de X puissance K. Donc là, c'est cool, Alice, elle connaît une valeur que Bob ne connaît pas, qui dépend de la clé de Bob et de son secret à elle. Elle a un peu comme un mot de passe salé, sauf que là, c'est h de x puissance k.
Ok, cool, on a parlé d'OPRF, maintenant on va parler de APAC. Et ça va être un peu plus simple, parce qu'en réalité, on a déjà parlé d'APAC précédemment. En fait, APAC, ça veut dire Asymmetric Password Based Key Establishment. Et en exemple d'APAC, du coup, on a le protocole qui consiste à utiliser un cell pour un mot de passe. Donc ça, en fait, l'idée qu'ont proposé les chercheurs d'OPAC, c'est, comme je l'ai dit, deux constructions. Une première construction qui permet d'avoir des mots de passe, une première construction qui va permettre d'utiliser APAC pour des infrastructures qui ont déjà des mots de passe qui sont hachés et salés. Et ensuite, on verra l'autre construction AKE. Mais du coup, concrètement, ce qui se passe, c'est pourquoi là c'est plus sécurisé qu'auparavant. Parce que Alice n'a pas envoyé juste test ou un hash à Bob, qui est un hash qui pourrait être précalculé. Elle a envoyé ce qu'on appelle un password file, là c'est écrit RW, qui est aléatoire. Parce que du coup, c'est le hash de son mot de passe puissance K. Et donc ce puissance K, ça introduit de l'aléatoire dans le mot de passe, ce qui va empêcher un hacker de déchiffrer le mot de passe. En gros, c'est un peu comme du chiffrement pour le mot de passe. Donc ça c'est cool. C'est comme si vous envoyez un mot de passe chiffré directement au back-end. Donc ça c'est cool. Et on a une autre construction dans laquelle je ne vais pas rentrer en détail, mais ce protocole APAC est dit non authentifié. Ce qui peut être un problème en cryptographie si imaginons qu'Alice, Bob perde sa clé. Dans ce cas-là, un autre serveur pourrait se faire passer pour Bob. Et donc les chercheurs qui ont construit OPAC ont proposé une deuxième construction qui permet d'authentifier Bob avec de la cryptographie à clé publique. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ça. Pour terminer et parler de l'implémentation dans la vraie vie de OPAC, on a cette RFC qui s'appelle la RFC 9807, qui est une RFC qui spécifie comment OPAC devrait être implémenté dans des services web et sur Internet en général. Alors ce qu'ils disent, par contre, ce qui m'a un peu étonné, c'est qu'ils disent à l'inscription, votre mot de passe doit être envoyé en clair. Donc ça m'étonne un peu, mais en revanche, à l'authentification, votre mot de passe n'est pas envoyé en clair. C'est un trade-off qui me paraît un peu bizarre parce que dans le papier d'OPAC, ils disent que normalement toutes les communications doivent être end-to-end. Mais donc ce que préconise la RFC, c'est d'utiliser du TLS pour les communications au moment de l'inscription. Enfin, on a une implémentation de méta de OPAC qui a été pentesté par NCC Group, donc qui est un gros groupe de cryptographie et de sécurité londonien. Et ouais, c'est vraiment bien comme implémentation, je l'ai utilisé dans le passé, c'est cool. Et aussi, on a une entreprise qui vient de Suisse, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Serenity, et qui a créé un site qui s'appelle opac-host.com. La librairie que je vous ai présentée auparavant, elle est écrite en Rust, et celle-là, en fait, c'est les bindings vers JavaScript de cette librairie. Donc ça fait que vous pouvez utiliser OPAC dans vos projets TypeScript sans problème. Donc ça, c'est encore plus cool parce qu'ils ont également fait un audit de sécurité par 7A Security. Et du coup, pour terminer sur ce talk, il faut savoir que OPAC, ils ont gagné une autre compétition, mais cette fois qui était spécialisée sur les PAKE, donc les Password Key Establishment. Et un des reviewers a donné cette review élogieuse, disant que, en gros, OPAC, c'est une construction assez élégante qui pouvait être utilisée dans d'autres contextes que juste du mot de passe. Ça pourrait être utilisé pour des bearer tokens, ce genre de choses. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant de voir que la communauté était aussi enthousiaste sur ce protocole. Et on a aussi, on va terminer avec nos amis à tous, la CNIL, qui du coup aussi recommande d'utiliser des PAKE dans vos infrastructures. Franchement, ils ont l'air assez enthousiastes également. Voilà, j'aimerais terminer du coup sur ce même. Si vous en avez marre de dire à votre mamie d'utiliser des mots de passe plus compliqués, dites-lui juste implémenter OPAC. Voilà, s'il vous plaît. Pour aller plus loin, du coup, je vous ai mis une partie de la bibliographie que j'ai utilisée pour parler de ce talk. Pour construire ce talk, le premier article, Let's Talk About PAC, c'est un très bon article d'un professeur de Carnegie Mellon aux États-Unis, donc qui fait un peu l'état de l'art sur les autres PAC qui existent. Je vous ai pas parlé de SRP, de
KB, F2, FD2. C'est un nom un peu compliqué, ils ont des noms un peu barbares dans cette communauté. Mais du coup, c'est super intéressant. Il y a le papier qui spécifie OPAC, je vous ai mis la RFC. Et aussi, j'en ai pas parlé beaucoup dans ce talk, mais si vous voulez vous renseigner sur la cryptographie à clé publique et comment c'est utilisé dans OPAC, je vous recommande la page Wikipédia de MQV, parce que c'est un protocole qui a fait un peu débat dans la communauté, et c'est intéressant parce qu'il y a un peu un clash entre deux cryptographes, et moi j'aime bien les dramas, donc c'était intéressant comme article Wikipédia. Et enfin, on a des chercheurs de Rennes qui ont fait de la cryptanalyse d'un protocole de Proton qui s'appelle SRP, qui est un peu l'équivalent de OPAC, mais développé par Proton, et qui n'est pas prouvé mathématiquement, donc voilà. Merci à tous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Salut Tristan, merci en tout cas pour ce talk. Tu n'as pas parlé de quantique. Oui, c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'il en est de la quantique pour les H ? Ouais, c'est vrai, je n'ai pas parlé de quantique. Alors, le protocole OPAC, comme je l'ai dit, c'est une construction. En fait, l'idée, c'est qu'en cryptographie, on a des espèces de frameworks, des protocoles, qui vont utiliser derrière des primitives. Donc des primitives, c'est par exemple AES, ça peut être SHA-256, c'est des algorithmes de base pour faire des choses précises. Et donc, ce qui est bien avec OPAC, c'est qu'ils ont utilisé une technique de preuve qui s'appelle Universally Composable. En gros, c'est un gros mot qui montre que mathématiquement, ils ont prouvé que vous pouvez utiliser d'autres algorithmes avec des propriétés similaires pour faire le protocole OPAC. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que aujourd'hui, il faut savoir que l'algorithme Diffie-Hellman n'est pas quantique proof. Bien que ce soit un algorithme qui est à la base de TLS, de plein d'autres protocoles cryptographiques. Il y a pas mal de recherches qui est en train pour voir comment Diffie-Hellman peut être rendu quantique proof. Mais effectivement, l'ARFC ne propose pas une implémentation qui est quantique proof de OPAC. En revanche, le papier explique que ça serait possible de passer à des primitives qui seraient résistantes au quantique. Et donc voilà, en gros, pour l'instant ça l'est pas dans les implémentations actuelles, mais les gens y travaillent pour que ça soit le cas dans le futur. Voilà. Du coup, merci beaucoup pour ton talk, Tristan. Du coup, théoriquement, ça marche. Du coup, tu as pu présenter des articles dessus. Dans la pratique, par exemple, dans une boîte qui va gérer, je sais pas, 7 millions d'identités avec un IAM comme Keycloak ou Ori, etc. Fait risquer. Oui, par exemple. Comment ça s'implémente, par exemple, pour éviter de casser l'existant et éviter de tout bouger, quoi. Du coup, effectivement, j'ai un peu réfléchi à la question. Et le problème actuel, c'est que, comme on l'a vu dans mes slides, il y a pas mal d'opérations qui doivent être faites côté client. Donc ça fait qu'il faut embarquer pas mal de logique un peu complexe côté client, sauf que du coup, en informatique, on dit souvent qu'il ne faut pas faire confiance à son client. Donc je pense que la difficulté pour OPAC, ça va être que l'implémentation côté client est un peu plus grosse que juste envoyer son mot de passe en clair. Je pense que la question que doivent se poser les IAM en général, c'est vaut mieux-il envoyer ses mots de passe directement en clair au back-end en prenant le risque qu'un attaquant puisse les intercepter, ou bien que même les gens qui écrivent leur back-end les loguent directement, où il y a 1 milliard de cas où ça peut mal se passer, ou bien ils se disent ok, on va prendre le risque de rajouter peut-être du Rust côté client avec du WASM comme le fait du coup Serenity, mais du coup là on va avoir un plus gros niveau de sécurité. Après c'est pas à moi de répondre à cette question, mais je pense que ça vaut le coup de faire du chiffrement de bout en bout pour les mots de passe. Voilà, c'est mon avis sur la question. Merci Tristan. Petite question, imaginons que tu as déjà une appli et tu as déjà fait ton système, tu vois, et tu as mis du SHA-1. Là tu viens de voir ton talk. Ah oui. Comment tu switches maintenant de fonction de hachage pour aller sur du Argon? Et bien sûr, sans demander aux utilisateurs de réinitialiser, de changer le mot de passe, tu vois. Tu gardes le même mot de passe.
Ce que tu pourrais faire, c'est un peu dégueulasse, mais éventuellement, ce que tu pourrais faire, c'est le SHA-1 de ton mot de passe, tu vas directement le hasher de nouveau sur Argon 2. Donc tu vas faire, en gros, ta fonction Argon 2 va prendre en paramètre ton hash en SHA-1 et du coup ça permettrait que ça fonctionne. C'est un peu du bricolage, mais ça pourrait le faire. Mais du coup, ça fait que tu vas pas avoir du Argon 2 à proprement parler. Ce que tu vas faire, c'est du coup, tu vas dans ta stratégie d'authentification, tu vas avoir dans un premier temps ton mot de passe en clair qui va être transformé en SHA-1 et après en Argon 2 pour vérifier. Et du coup, ça c'est super cool parce que tu as toutes les propriétés en termes ça évite le brute force du parallélisme, enfin en utilisant du parallélisme pour craquer du coup ton hash Argon 2. Même si après je pense qu'il faut quand même regarder dans la recherche si ça n'a pas été déjà fait, mais je pense que ça pourrait le faire. Donc voilà, c'est ma réponse. Je te donne quelques billes du coup parce que j'avais travaillé un peu la question. Ok. En gros, ce que tu peux faire, c'est que tu crées une autre colonne dans ta BDD aussi. Et quand les mecs s'authentifient, tu changes un peu ton code pour vérifier en premier le mot de passe en SHA-1. Si le mot de passe en SHA-1 est bon, dans ce cas, tu as le mot de passe en clair parce qu'il vient de te le filer. Du coup, cette fois, tu lâches en Argon 2. Tu le mets dans l'autre colonne et tu enlèves la colonne SHA-1. Et tu fais ça petit à petit, ce qui fait que dès que tes utilisateurs vont se reco, ça va être transparent pour eux. Mais en fait, tu vas te retrouver qu'avec du Argon 2 sur le côté. Ouais, elle est élégante cette solution. Elle est élégante. Bravo Léo. Superbe talk déjà, mais pour ça lui, pendant la transition du coup de SHA-1 à Argon, à ce moment-là on peut avoir des attaques et là on se fait attraper. Moi je pense que tu peux faire une combinaison des deux techniques en parallèle. Ah, oui, désolé, je pense, juste pour rebondir à la personne qui avait rebondi, je pense dans tous les cas on peut faire une combinaison des deux techniques où en premier lieu tu fais genre un double hash, puis après petit à petit tu migres vers que du Argon. Où tu gardes les deux. C'est vrai qu'on pourrait faire carrément les deux comme ça dans un premier temps. Du coup, si la base de données est leakée et qu'on a toujours des SHA-1, on évite d'avoir un problème et en plus on peut passer sur du Argon 2 pur. Donc on pourrait faire les deux au final. Je rebondis au rebond. Oui, du coup, oui, s'il y a quelqu'un qui a accès à ton code au moment où tu fais ça, là, bien sûr, il voit le mot de passe en clair. Mais tu aurais le problème de base. Tu aurais le problème parce que quand il va te le passer en clair, tu auras déjà le mot de passe, même que tu fasses la transition ou pas. Ça, c'est juste une méthode parmi tant d'autres, mais tu as d'autres manières. Tu peux faire un hybride ou tu peux faire comme Easy aussi. Dans tous les cas, tu as le problème que si ton mot de passe il arrive sur l'applicatif et qu'il n'est pas chiffré à ce moment-là, si un mec l'intercepte, ou que tu le logs, ou que si ou que mi, tu as toujours des problèmes. Ouais. C'est pour ça que Opac c'est pas mal, votre mot de passe il est chiffré by design, donc ça c'est cool. Une question ou rebondir? Ouais, rebondir aussi. Un minimum et après ça sera une question. Ouais, en fait moi je suis très naïf, je suis novice dans l'informatique et comment on met double authentification dans tout ça? Du coup la double authentification, je serais peut-être pas le plus aguerri dans la salle pour en parler, mais la double authentification c'est un peu séparé du processus de vérification de mot de passe. C'est-à-dire que du coup dans un premier temps vous allez vérifier votre mot de passe et on va considérer que juste avoir en sa possession le mot de passe c'est pas une preuve d'identité suffisante. Du coup, c'est pour ça qu'on va mettre en place une deuxième étape dans l'authentification. Donc on va par exemple vous demander un code OTP ou bien une notification sur votre téléphone. Et en gros, il faut vraiment voir que les deux sont plus ou moins indépendants. C'est-à-dire qu'une fois que le mot de passe a été validé, ok, on va dire il nous faut une preuve en plus. Donc est-ce que vous avez votre téléphone à portée de main? Si oui, si vous pouvez être capable de prouver ça, on va considérer que vous êtes authentifié. Je sais pas si ça répond bien à votre question. Ouais, aussi. Ouais, je pense. Enfin, après, ce qu'avait proposé Léo, ce qu'il avait demandé dans son petit exercice, c'était comment le faire sans que l'utilisateur s'en rende compte. Mais peut-être qu'on peut demander son consentement et effectivement, en plus de ça, demander la preuve qu'il possède vraiment le mot de passe, quoi. Donc, ouais, je pense ça peut s'intégrer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attends. Écoute, merci pour le talk, c'était vraiment bien. J'ai juste une question, tant qu'on est sur Argon 2. Ouais. T'as dit qu'il y avait 3 modes, le I, le D et le ID. Ouais. C'est quoi concrètement les drawbacks du ID? Parce que moi ça me semble quand même un peu trop beau d'avoir le meilleur des deux mondes.
Alors que quand même les désavantages des I et des D, tu vois, c'est pas rien quoi. Ouais, je suis assez d'accord, mais dans la page Wikipédia et globalement dans la proposition de submission quand Argon a proposé son algorithme du coup à la password hashing competition, ils ont vraiment proposé ces deux modes. Et en fait, il faut savoir aussi que ils ont fait des révisions au fur et à mesure du temps des algorithmes. Donc il y a des attaques qui sont arrivées. Par exemple, du coup, Argon 2 il s'est fait casser parce que du coup il y avait des problèmes de side channel attack. Et en fait, Argon 2ID est vraiment arrivé comme un patch en plus. Et du coup, pour garder la rétrocompatibilité, ils ont quand même continué à proposer Argon 2i et Argon 2D. Donc c'est vraiment des patchs qui se sont empilés quoi. Ok, ouais, c'est pas genre un flag ou une option, quoi. C'est en fait en fait dans le hash de Argon 2, tu vas pas seulement avoir le hash, tu vas aussi avoir le cell du coup qui est contenu dedans, et en plus de ça les paramètres de l'algorithme. Et en fait au début d'un hash de Argon 2, la première section indique la version de Argon que tu utilises en fait. D'accord. Donc, voilà. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Eh bien, on peut l'applaudir. Merci Tristan. Merci.